Voilà, alors l'intitulé de cette communication, Lucian Blaga, poète en quête d'une lumière éteinte. La poésie, écrivait Gabriel Gounod, vient vers nous, on ne sait d'où, et elle nous quitte allant vers on ne sait quel au-delà. Mais en passant, elle nous laisse des mots et elle nous fait des signes dont l'interprétation est inépuisable. Je sais pour ma part d'où me vient la poésie de Lucian Blaga. Une publication à Pékin, dans la revue World Literature, des textes traduits en mandarin où se côtoyaient Borges, Nabokov, Cortázar, Chateaurenaud, votre humble serviteur, et cet homme dont la photo m'avait d'emblée interpellé, tant son regard m'apparaissait troublant, voire inquiétant. C'était Lucian Blaga. Quiconque a vu les yeux de Blaga ne les oubliera jamais, disait d'ailleurs Georges Grigorku, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du poète. L'année suivante, nous sommes en 1996, la même photographie était reproduite dans les cahiers de la revue Sud. Il n'en fallait pas plus pour que ma curiosité s'attarde à cette figure emblématique de la poésie roumaine et que je lise L'étoile la plus triste, publiée dans cette magnifique collection Orphée des éditions La Différence, c'était en 1992. Un choix de poème traduit du roumain par Sanda Stolojan, à qui on doit, cela dit en passant, la première traduction en français de l'œuvre roumaine, mais pas française, de Cioran, des larmes et des seins. Mais qui est ce Lucian Blaga dont le regard suggérait la combustion? Blaga est né le 9 mai 1895 à Landkram, petit village de Transylvanie, ce qui fait donc de lui, à cette époque et jusqu'en 1918, un citoyen de l'Empire austro-hongrois. Pour rappel, cette région où la culture et la langue roumaine prédominent, alors que les seules langues allemande et hongroise donnaient accès aux études supérieures, sera rattachée en décembre 1918 à la Roumanie, jeune pays formé auparavant par l'union de la Moldavie et à la Chine. Il n'est pas inutile de rappeler ces faits historiques, car ils exerceront une réelle influence tant sur lui-même que sur son œuvre. Landkram, ce village natal qu'il évoque ainsi dans un poème intitulé 9 mai 1895, et je cite ce poème. Mon village qui porte les sonorités d'une larme dans ton nom, à l'appel profond des mers en cette nuit-là, je t'ai élu, seul du monde et sentier de mes passions. Celui qui vers toi m'a guidé du fond des âges, celui qui en toi m'a convoqué, béni soit-il, village de larmes inconsolées. Blaga, fils de Pop, comme l'est aussi Émile Cioran, sera donc en étroit contact avec deux cultures, d'une part l'orientale et son village transylvain, et d'autre part une culture occidentale, saxonne dira-t-on, qui fait de lui un lecteur des philosophes comme Schopenhauer, Kant ou Spinoza. Pour échapper à la guerre, il s'inscrit à la faculté de théologie de Sibiu et en 1920, il est reçu à Vienne, docteur en philosophie. Sa thèse, rédigée en allemand, portait sur civilisation et connaissance. Il fait donc partie, avec Mircea Eliade, qui fut des nôtres ici, ou Cioran, ce qu'on a appelé la génération tranquille, qui n'avait plus trop, en apparence, à se préoccuper de son identité. En 1920, Blaga est de retour dans sa région natale et s'installe à Cluj, où il participe à la fondation d'une revue, Gândirea, la pensée, où il est question de réfléchir à la roumanité. Ayant pu obtenir le poste convoité à l'université, il embrasse dès 1926 la carrière diplomatique. D'abord comme attaché de presse à la légation roumaine à Varsovie, ville qu'il détestera, puis en 1927 à Prague, qui va l'enchanter. On le retrouvera à Berne de 1928 à 1932, à Vienne en 1932 et finalement à Lisbonne en 1938 avec le titre de ministre plénipotentiaire.
En 1937, il est élu à l'Académie roumaine et son discours de réception n'est ni plus ni moins que l'éloge du village roumain. Je reviendrai un peu plus tard sur cette notion essentielle. En 1939 et jusqu'en 1948, il occupera enfin la chaire de philosophie de la culture à l'Université de Toulouse. Après la Seconde Guerre mondiale, nous savons ce qu'il en sera de ces pays et de leurs penseurs et écrivains. Jean Poncet, le poète et diplomate français qui envoie énormément pour la connaissance de Blaga et son œuvre, écrivait dans la revue Sud ceci, je cite, « La littérature sera socialiste ou ne sera pas, sera réaliste ou socialiste ou ne sera pas. Celle de Blaga jugée mystique ne sera donc plus. Blaga est alors exclu de tout, de l'université, de l'Académie romaine. Ses livres sont retirés des bibliothèques et des librairies et il est interdit de publication. Entre 1949 et 1959, on le retrouve employé à l'Institut d'Histoire, la bibliothèque de l'Académie à Cluj, où, ironie du sort, il est chargé de descendre à la cave les livres interdits, dont les siens. Cependant, il poursuit son travail de poète et s'installe jusqu'à sa mort, et de là, dans ce qu'on peut appeler son exil intérieur. Il meurt le 6 mai 1961 dans une quasi-indifférence, n'ayant plus rien publié, si ce n'est une traduction de Faust de Goethe. Je signale encore que le Nobel de 1956 semble-t-il lui échappe. L'Académie suédoise lui ayant préféré peut-être sous la contrainte le poète espagnol Juan Ramos Jiménez, qui s'était réfugié à Porto Rico, fuyant le franquisme. Blaga avait probablement été présenté par les Roumains en exil, Sioran, Ionesco et Ia. Si Lucian Blaga est l'auteur de livres philosophiques, une douzaine, de Pierre pour longtemps, 1919 au Discobol, 1945, et L'élan de l'île, œuvre posthume, publiée en 1977, autant de pièces de théâtre, Au trouble, l'Arche de Noé, mais aussi un roman, La barque de charme. C'est du poète que je voudrais parler aujourd'hui, même s'il est vrai que sa poésie et sa pensée philosophique semblent, selon les termes de Jean Poncet, les deux faces d'une même médaille. Pour ce faire, j'ai actuellement à ma disposition 6 ouvrages. L'étoile la plus triste, le numéro spécial de la revue Sud, et 4 titres qui composent aujourd'hui les premiers jalons de l'œuvre complète en cours de publication en langue française. Il s'agit de Poèmes de la lumière, 1919, Les pas du prophète, 1921, Dans le grand passage, 1924, et Éloge du sommeil, 1929. Ces recueils, on les doit d'abord à la ténacité d'un homme dont je vais citer le nom, Jean Poncet, et ensuite à celle d'un éditeur à Lyon, Jacques André. Ce travail n'est pas terminé, loin de là, puisqu'il reste 3 titres à paraître pour en finir avec le premier cycle, celui des œuvres publiées avant la mise au silence de son auteur. Il s'agit de Au passage des eaux, dont j'ai eu accès à la traduction, c'est à paraître dans quelques mois, Au seuil des mystères et des marches insoupçonnées. Quant aux autres titres formant le second cycle, celui de l'exil intérieur, ils nous sont accessibles par les seuls choix qu'a réalisé Sandas Polchan pour la collection Orphée et les textes publiés par Jean Poncet dans la revue Sud, j'en ai déjà parlé. Vous signalez encore que l'œuvre poétique de Blaga a bénéficié du label de l'UNESCO et son œuvre poétique complète traduite en anglais. La réflexion que j'entends poursuivre aujourd'hui sur l'œuvre poétique de Lucian Blaga ne peut donc être que fragmentaire, mais elle s'impose à mes yeux et sera donc à revoir ou à compléter d'ici quelques années. Il s'agit pour moi de vous faire découvrir celui qui terminait son poème intitulé « Au lecteur » par ces mots. Mais les mots sont les larmes de ceux qui auraient tant voulu, mais n'ont plus su pleurer. Combien amère est toute parole. Ainsi, laissez-moi cheminer muet parmi vous et venir à votre rencontre les yeux fermés. Blaga a 24 ans et prépare un doctorat en philosophie
lorsque paraît en avril 1919 son premier recueil, Les poèmes de la lumière. Il n'est pas anodin de signaler cette date de publication. C'est en effet la Transylvanie dont est originaire, c'est en effet que la Transylvanie dont est originaire Blacas vient depuis quelques mois, et la suite du démantèlement de l'Empire austro-hongrois, d'être rattachée à Valachie et la Moldavie, comme je l'ai déjà dit, pour former cette grande Roumanie. Ce recueil, publié à Sibiu, a donc bénéficié de son élan patriotique bien compréhensible pour une nouvelle nation qui renoue enfin avec sa langue et sa culture. Blacas dira lui-même dans un poème daté de 1959, publié après sa mort, et je cite: « À écrire des poèmes, même les plus neufs, je ne fais qu'œuvre d'interprète, car tel est l'unique fondement sur quoi le vers peut s'accomplir et se faire fleur. À jamais traducteur, je traduis en langue roumaine le chant de mon cœur, murmure tout bas dans sa langue. » Pour la petite histoire, une seconde édition de ce recueil fut publiée la même année à Bucarest, un poème ayant été supprimé, et un peu plus tard, en 1942, une nouvelle édition avec 6 autres textes qui vont disparaître de la première édition. Il remarque encore, avant d'aborder le contenu de ce premier recueil, nombreux sont les écrivains roumains que nous lisons, probablement parce qu'ils ont écrit en français, et dont la réputation n'est plus à faire. Je citerai Sion, Tristan Tzara, Benjamin Fontane, Hilary Ronca, Ionesco, Gerasim Muka, Mircea Eliade. Mais rares sont ceux que nous connaissons quand ils n'ont publié leur vivant que dans la seule langue roumaine. Qui a lu Daniel Turcea dans cette même collection Orphée? C'est un livre, ça s'appelle L'Épiphanie, c'est publié en 1997. Tel est le sort de Lucian Blaga, celui-là même qui dit s'être agenouillé près de l'étoile la plus triste. Mais revenons aux poèmes de la lumière et leurs thématiques, qui seront récurrentes, à savoir les mystères dont regorge le monde et une certaine lumière, à propos de laquelle il écrit dès le premier poème, son premier poème, 1919. J'en donne un fragment. La lumière des autres étouffe le charme impénétrable qui se cache au profond des ténèbres. Mais moi, avec ma lumière, j'amplifie le mystère du monde, comme les rayons blancs de la lune n'atteignent point, mais au contraire avivent l'obscur frémissement de la nuit. De même, j'enrichis moi aussi l'horizon ténébreux des vastes frissons du saint mystère, et tout l'incompris devient incompréhension plus grande encore sous mes yeux, car j'aime les fleurs, les yeux, les lèvres et les tombes. Un poète qui, je le cite, ne piétine pas la corolle des merveilles du monde, il n'assassine pas les mystères avec la raison ou le raisonnement selon les traducteurs, mais qui cultive l'incompris du monde, faisant en sorte que cela devienne une incompréhension plus grande encore sous ses yeux, car j'ai les fleurs, les lèvres, les tombes. J'ai grandi nourri par le mystère du monde, s'exclame-t-il dans un poème intitulé « Mais les montagnes sont claires ». Quant à cette lumière dont il se sent envahi, notre poète assimile à une goutte, de cette goutte qui fut créée au premier jour de cette lumière tant et tant assoiffée de vie. Cette évocation de la jeunesse, instant où le Créateur, qu'il appelle l'inconsolable, plus tard le charitable, plus tard encore le grand anonyme, comme d'autres parlent aujourd'hui du grand architecte, dit, je cite, que la lumière soit. C'est une réflexion qu'on retrouve à plusieurs reprises dans son œuvre, ainsi dans le grand passage et le poème intitulé « Silence entre les choses anciennes ». Voilà ce poème. Proche de ma montagne bien-aimée, entourée de choses anciennes, couvertes de mousse, parmi les premiers jours de la création, au soir des 7 soleils noirs qui font la beauté, la bonne obscurité, je devrais être heureux. Et le regret m'étreint de n'être pas resté au pays sans nom.
Si le poète s'adresse au cosmos, je m'enivre du cosmos comme un pain, dit-il dans un autre poème, c'est aussi pour mieux saisir la nature et la terre qui l'entoure et nourrit son questionnement. Extrait d'un texte. La terre n'est-elle donc rien, n'avait-elle donc rien à me dire? Cette terre impitoyable de raison sans fin, assassine de mutisme, rien? Pour l'entendre, il lui faudra coller son oreille à la surface du pré incertain et soumis. La terre lui répondra, mais sous le pré, ce sont les battements du milieu du cœur, le cœur de l'aimé surtout qui l'entendra. Un poète, on l'aura compris, qui célèbre la fusion des corps avec la terre, allant jusqu'à chanter le chêne qui fournira le bois de son propre cercueil. Et dans un poème intitulé Ta chevelure, c'est la chevelure de l'aimé qui dresse en métaphore du voile que nul regard ne saurait percer. Celui qui change en mystère le monde entier et, nous dit-il, nous rendant aveugles au réel. Si Edmond Jabez écrit dans Élie que voir, c'est ouvrir une porte, Blaga s'en tient au fait que nous ne savons pas voir, qu'ainsi notre ignorance grandit et que le réel nous échappe inexorablement. Le poète en venant même à demander au maître de lui ôter la vue. Un jour, épuisé par le bleu trop pur, le premier homme tomba, le visage dans la poussière. Maître, ôte-moi la vue, ou si tu le veux, jette sur mes yeux un suaire que je cesse de voir les fleurs, le ciel, les sourires d'elle et les nuages, car vois-tu, leur lumière me fait mal. Alors le charitable, en un moment de pitié, lui donna des larmes. Fin du poème. Il sera encore question d'Ève, de la pomme et du serpent, dans un poème éponyme. Un serpent qui lui avait chuchoté à l'oreille quelque chose dont les Écritures ne parlent pas. Et quoi qu'il en soit, dit le poète, depuis lors la femme, sous ses paupières, cache un secret. Et chaque battement de ses cils est comme pour dire qu'elle sait quelque chose que nous ne savons pas, que nul ne sait, pas même Dieu. La figure d'Ève est également traitée dans le poème Légende, et de manière assez sarcastique. La première femme ayant rejeté dans le vent un pépin de pomme qui s'était logé entre ses dents, lequel pépin demeura des générations de pommiers jusqu'à celui qui servira pour la croix de Jésus. Ce premier recueil, qu'on a écrit le poète roumain Horia Badescu, est jubilatoire, passionné et expansif, mais bien nature, un monde plein de merveilles où toute chose est lumière. En 1921 paraît Le Pas du prophète, un second volume à propos duquel Blaga dira qu'il y a une nette évolution vers quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'expressionnisme. La critique semble cependant avoir été sévère avec cette publication, et je dois bien avouer n'y avoir trouvé que de rares fragments qui m'aient retenu. Ainsi, toujours autour de l'aimé et son tremblement de paupières, ce sont des fragments récoltés dans ce recueil. Ta bouche est un raisin gelé. À propos d'un berceau, celui que le poète fouille pour y trouver le nourrisson qu'il a été, cette image, les araignées y tissaient leur monde fragile et les vers patiemment creusaient son silence. Et peut-être ce bref poème 5 vers, intitulé Le Psalmiste. Quand tu marches pieds nus sous les tilleuls, les pigeons assoupis sur les auvents rouillés s'éveillent, prenant tes pas si légers pour des graines jetées par une main attentionnée. En 1924, le poète à la trentaine est déjà, avoue-t-il, le dos un peu voûté, à force de me pencher sur les énigmes du monde. C'est l'apparition dans le grand passage, un recueil où s'installe le désenchantement de la cendre noire, selon Jean Ponticet, son traducteur, évoquant aussi le fond mélancolique de Blaga. Une raison supplémentaire étant peut-être qu'à cette époque, justement, Blaga n'obtient pas le poste universitaire auquel il aspirait
Maclouche. Et ne parlons pas du peu de succès de ses pièces de théâtre et des accusations de germanisme ou de philosophisme dont il fait l'objet. Lagarde n'est pas loin, me semble-t-il, de partager dans certains poèmes ce dont parlera bien plus tard, en 1973, Émile Cioran, cet inconvénient d'être né. Ainsi, ces fragments, dont le premier déjà cité, j'ai le grand regret de n'être pas resté au pays sans nom. Ou, Père, je te pardonne de m'avoir semé au creux des sillons du monde. Si le poète pense à la mort, autant qu'il passe, trouve Dieu inaccessible, voire maudit, il évoque aussi la vie à la campagne, les charrues, le sonneur de cloche ou l'ouvrier. Peut-être trouve-t-il là une certaine consolation dans l'âme du village, car, affirme-t-il, l'éternité est née dans le village. Alors ce poème, je m'en excuse pour les citadins qui sont autour de cette salle. Ami qui a grandi à la ville, loin de toute compassion, tel un géranium dans un pot, ami qui n'a encore jamais vu la campagne danser avec le soleil sous les poiriers en fleurs, donne-moi la main, viens, je m'en vais te montrer les sillons du siècle. Les charrues, les innombrables charrues, vent d'oiseaux noirs du ciel descendu sur la terre. Attention de ne pas les effrayer, il faut en approcher en chantant. Avec ce troisième opus, Lagarde semble opter pour le chemin du silence. J'ai posé des scellés sur ma porte pour ne plus m'attacher, écrit-il, préférant peut-être la mort, sa propre mort. Il y a toujours ce fragment du poème. Lavez-vous de cette terre et partez, car je vous le dis, ici le vin fou de la vie s'est perdu dans la cendre, mais tous les autres chemins mènent au conte, au grand conte, au conte éternel. Luciano Lagarde semble désormais habité par une immense tristesse et manifestement sujet aux troubles dépressifs. Dans sa correspondance, il en parle lui-même en disant « une grande dépression spirituelle », dit un ami, trouble auquel s'ajoutent des difficultés matérielles. En 1924, l'université de Toulouse lui refuse un poste d'enseignant et son épouse se voit alors contrainte d'ouvrir son cabinet dentaire pour subvenir aux besoins de la famille. En novembre 26, il se résout cependant de les signaler embrasser la carrière diplomatique. Mais le poète n'en reste pas moins inspiré. C'est ainsi que paraît en 1929 Éloge du sommeil. S'il était dit que Lagarde était un grand dormeur et pouvait justifier le titre du recueil, il me semble évident d'y voir ici encore le territoire de la mort. Je n'en veux pour preuve que ces fragments. Je chante encore le grand passage, le soleil du monde, les anges le cire. Ces hiboux, dit-il, sur les sapins, semblables à des urnes. Encore, dans mon sommeil, mon sang comme une vague se retire de moi et s'en retourne vers mes parents, où je suis le frère exténué du ciel d'en bas et de la fumée tombée de l'âtre. La pendule des ombres me soumet à l'épreuve. Et dans l'oiseau sacré, c'est un poème qui évoque une sculpture de Brancusi qui l'admirait beaucoup. Ceci, toujours des fragments. Tapis dans les ténèbres, comme un conte, tu fais chanter la flûte rêvée du vent pour ceux qui sous terre boivent leur sommeil à la coupe des pavots noirs. Quand le poète ne décrit pas avec la tête inclinée, ne se décrit pas avec la tête inclinée vers le tout. Au-dessus du puits, j'ai incliné mes pensées et leurs mots. Le ciel ouvre un œil au profond de la terre. Notre confrère François Emmanuel a longuement analysé cette attitude qui semble être celle prise par Luciano Lagarde, l'écriture comme instrument de guérison. Ainsi, le dernier poème de ce recueil commence-t-il par cette phrase « Frère, tout livre te semble une maladie vaincue. » Mais il ajoute en lui
mais celui qui t'a parlé est dans la terre. Il est dans l'eau, il est dans le vent, ou plus loin encore. Durant sa brève carrière diplomatique, 11 années en tout, Blaga publie encore 2 recueils, Au partage des eaux et Au seuil du mystère. Si, grâce à l'amabilité de Jean Poncet, il m'a été donné de consulter les pages inédites encore de Passage du vent, traduit en français, c'est aussi les lectures de la revue Sud, l'anthologie des points de la culture, par la différence, qui m'ont servi pour approcher quelque peu les dernières publications de Luciano Blaga. La lumière d'hier, poème figurant dans le partage des eaux, définit à merveille, selon moi, la position du poète. Il faudrait le citer dans son entièreté, je n'en retiendrai que 6 vers. Je suis en quête, mais je ne sais quelle quête. Je suis en quête d'une heure sublime demeurée en moi, sans corps, telle la marque d'une bouche sur un vase mort. Je suis en quête, mais je ne sais quelle quête. Sous les étoiles d'hier, les étoiles fanées, je suis en quête de la lumière éteinte, dont je chante la gloire. Blaga est resté fidèle à lui-même, interpellé par le mystère du monde, fasciné par l'origine, dont il pense probablement avoir conservé en lui quelques strates invisibles. Chaque être porte une signature, semblable à des runes oubliées par les siècles d'écriture. Ce recueil publié, je le rappelle, en 1933, a cependant de quoi nous interpeller. Ainsi, y trouve-t-on un poème intitulé « Le train des morts », selon 1933. Ou un autre texte intitulé « Maladie » et que je vous lis. 1933. Une maladie rampe par le monde sans visage, sans nom. Est-ce une créature seulement le vent? Nul n'a de mots pour la conjurer. Malade l'homme, malade la pierre, l'arbre s'éteint, l'être s'effrite, l'argent noir, la glaise dolente et grave, son or déchu et malade. Le siècle pleure des larmes obliques. J'invoque par des signes l'oubli et la guérison. Par ses fonctions, Blaga aurait-il eu conscience dès 1931, date du poème publié en 1933, date du poème, de ces idéologies funestes qui commençaient à se propager. Une chose est certaine, en 1935, il publie dans la revue roumaine La Pensée un texte dont voici un extrait, un fragment. Les messianismes racistes, développés soit en doctrine théologique, soit en doctrine biologique, sont dans la même mesure forme d'une arrogance collective. Le messianisme raciste de toutes sortes, adopté, et il est toujours, par une pénible cécité, devant les vérités des autres races. Un peuple frappé par cette cécité ne peut plus se dépasser, et il n'a Dieu que pour lui-même. Mais, vaille que vaille, la vie continue, et en 1939, Blaga devient professeur de philosophie à Cloche. Il fera apparaître les années suivantes quelques essais philosophiques, trilogie de la connaissance, trilogie de la culture, trilogie de valeur, des ouvrages qu'on peut trouver publiés autrefois chez Al-Ajdan. À l'installation du régime communiste, 1947, Blaga, je l'ai dit, est exclu de l'université. Il vivra désormais en exil jusqu'à sa mort en mai 1961. Des livres nous restent à découvrir en langue française, dont cette poésie posthume parue en 1962, intitulée L'âge de fer, Navire de sang, La chanson du feu, Ce qu'entend la licorne. Que contiennent-ils? À ce jour, je n'ai pu consulter que la 50aine de pages qu'avait publiée la revue Sud. Ils allient, me semble-t-il, une très grande maîtrise d'écriture et une philosophie de vivre, fût-ce dans l'exil intérieur. Ainsi, extrait de L'âge de fer, le poème Inscription. Donc voici un fragment qui, à lui seul, résume bien la théologie négative dont est imprégnée la
la pensée orthodoxe est celle de Placa. Les chemins que nous n'empruntons pas, les chemins qui demeurent en nous, eux aussi innombrables nous-mêmes quelque part. Les paroles que nous ne prononçons pas, les paroles qui demeurent en nous, elles aussi, sans fin, dévoilent l'être. Qu'on me permette simplement de terminer cette brève communication, que je l'ai dit à Jean Poncet, nos amis de Cluj, Corriere Balescu et Rodicapol, par cet autoportrait de Lucian Blaga. Autoportrait. Lucian Blaga est muet comme un cygne. Dans sa patrie, la neige de l'être tient lieu de mots. Son âme est en quête muette et séculaire, depuis toujours jusqu'à l'ultime frontière. Il va cherchant l'eau où boit l'arc-en-ciel. Il va cherchant l'eau où l'arc-en-ciel voit sa beauté et son néant. Son âme, avait-il écrit, a quitté sa demeure. Il s'est perdu dans l'infini et cherche en vain le chemin du retour. Depuis quelques années, et grâce à ceux dont je vais évoquer les noms, l'œuvre poétique de Lucian Blaga a probablement pris le chemin du retour, celui de la pleine lumière. Je vous remercie.